Hey, dans la dernière vidéo, l'easter egg était caché dans le Police News. Il s'agissait de Mickey. Dans cette vidéo, j'en ai caché un nouveau. Pourrez-vous le trouver? À chaque fois que je cligne des yeux, je nous revois. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous partions pour le nouveau monde, pour une nouvelle vie. Aujourd'hui, je me rappelle le froid. Je me rappelle le bruit. Cette panique qui m'avait envahi. Ce bourdonnement intense qui couvrait mes cris. Et puis, en un instant, tout était fini. Salut les fucking viewers. Aujourd'hui, nous remonterons le temps jusqu'en 1912 pour étudier l'une des plus grandes catastrophes maritimes du XXe siècle. Au début des années 1900, la société navale Cunard Line est numéro 1 en matière de voyages et croisières transatlantiques. Au passage, c'est aussi la plus vieille à l'avoir proposé, et ce, en 1838. Leurs navires sont sûrs et de bonne manufacture, notamment à cette époque le Lusitania et le Mauritania. Difficile donc de concurrencer ces géants. Joseph Bruce Ismay, directeur de la compagnie maritime White Star Line, en fit son rêve. Pour ce faire, il se rapprocha de Lord Peary, associé de la société de chantier naval Harland & Wolff, basée à Belfast. Ensemble, ils construiront des paquebots de croisière comme jamais le monde aurait connu, mêlant luxe, confort et sécurité. La première commande sur plan donnera vie plus tard à l'Olympique, le Titanic et pour finir le Britannique. 3 navires identiques, tous adaptés à chaque classe sociale et bien sûr réputés insubmersibles. À cette époque, un tel projet était difficile à mettre en route, surtout que ce serait la première fois que d'aussi gros navires seraient construits et forcément quelques petits problèmes surviendront. Le premier, tout simplement la taille des futurs navires, avec leurs 269 mètres de long, 28 mètres de large et 53 mètres de haut. Aucun chantier naval ne pouvait accueillir de tels monstres. En 1908, Peary fera donc agrandir ses structures, ce qui retardera le projet de quelques mois. Décembre de la même année, l'Olympique est en construction, puis en mars 1909, c'est au tour du Titanic de commencer à voir le jour. 2 ans plus tard, en 1911, sa coque était achevée. Elle regroupe près de 2000 tôles d'acier fixées par plus de 3 millions de rivets. Deuxième problème, leur poids. Chaque navire pèsera environ 50 000 tonnes en fin de travaux, et les bouger sera très dur. Ils commanderont donc pour cela, afin de les faire glisser le long des cales vers l'eau, 20 tonnes de suif, d'huile de vidange, de graisse de baleine et de savon. Des coûts financiers en plus, une dégradation des eaux énorme et un incroyable massacre de baleines au travers du monde. Le troisième problème est plus technique. Comment avoir suffisamment de puissance moteur pour ces géants des mers? Le Titanic avait été vendu au public comme étant à la pointe des techniques navales, mais leur coût alourdissant tellement la note qu'il fallait trouver d'autres solutions. C'est en secret que bon nombre de pièces de machinerie seront repiquées sur des navires de guerre mis en cale sèche et voués à disparaître. Autre point important du problème, non prévu, le combustible. Avec des moteurs développement les 51 000 chevaux actionnant 2 hélices latérales énormes ainsi qu'une turbine centrale, il fallait rajouter au poids du paquebot une consommation de près de 600 tonnes de charbon journalière. Le quatrième problème concerne l'Olympique, le premier des 3 mastodontes lancés en 1911. Quelque peu après sa sortie, il entrera en collision avec le croiseur de la Royal Navy, le HMS Hawke. Toute cette panique liée à cet accident retardera encore la construction du Titanic, et malgré que sa sortie soit proche, elle sera repoussée de plus d'1 mois. Il sera mis en cale sèche pendant que les 14 000 ouvriers prévus au chantier procèdent aux travaux de réparation de la coque de l'Olympique. Dernier problème parmi tant d'autres que je citerai ici, les ports d'amarrage. Car oui,
eux aussi ne sont pas conçus pour de telles tailles de navires. Le projet luxueux et démesuré de Joseph Bruce Ismay créera beaucoup d'hostilité dans le monde maritime, et les villes devront donc lancer des travaux d'aménagement forcés et très coûteux, si elles veulent profiter de cette nouvelle vague de paquebots croisières qui relancerait peut-être leur économie. Et quand je dis coûteux, considérez que déjà à ce moment-là, les factures se comptaient en plusieurs centaines de millions. Ce palace flottant comptera 890 membres d'équipage, pour l'anecdote seulement 23 femmes, et ce pour entre guillemets chouchouter leurs 1324 futurs passagers. Pendant près d'un an, c'est plus de 3000 ouvriers qui aménageront l'intérieur du Titanic, choisi parmi les meilleurs de tout le Royaume-Uni. Ils équiperont de tous les luxes et fantaisies le RMS. Ah oui, j'oubliais, RMS, devant le nom du Titanic, veut dire Royal Mail Ship, en clair, navire royal de courrier. Ouais, en français, c'est pourri, mais cette appellation est tirée des navires britanniques privés transportant du courrier vers l'étranger. Cette abréviation avait été grandement reprise par les bateaux de croisière pour asseoir leur qualité et leur ponctualité. Je ferme la parenthèse et je reprends. À l'intérieur du Titanic, les premières classes bénéficiaient d'une piscine, d'un gymnase, de bains turcs, d'un chenil, etc. Pour la déco, ils s'étaient inspirés de l'hôtel Ritz de Londres. Ils y ont même reproduit pas mal de moulures. Le restaurant des premières classes regroupait une dizaine de mets. Voici une photo du dernier menu consommé avant le naufrage. Il comprenait du poulet, de l'agneau, des œufs à l'argenteuil, des pommes meringues, etc. Niveau sécurité, je vais ici briser une pseudo-légende comme quoi ils avaient tellement confiance en leur navire qu'il n'y avait que trop peu de canaux de sauvetage. Alors oui et non. Le Titanic pouvait embarquer près de 2500 passagers et les canaux tous réunis exactement 1178. Que c'était fait exprès, question de budget. Sauf que les docus à sensation oublient de préciser que cela faisait 16 canaux normaux en bois et 4 pliables. Donc un total de 20 canaux, et les lois de sécurité à cette époque pour ces bâtiments en préconisaient la moitié. Le Titanic en avait donc 10 de plus, pour asseoir encore un peu son côté sécurité. De toute façon, pour eux, leur système révolutionnaire de compartiments étanches sauverait le reste. On est d'accord pour dire que sur ce coup-là, ils ont fait de la merde. D'ailleurs, après le naufrage, toutes ces lois à la con ont été revisitées, enfin, ont été revues du moins. Revenons au 2 avril 1912. Le capitaine Edward Smith, ancien commandant de l'Olympique, prend les commandes du Titanic et avec ses 41 officiers commence les exercices d'essai de sécurité et navigabilité. Arrêt d'urgence, maniabilité, mesures de qualité, coque et machine seront passés au peigne fin. Le paquebot ayant rempli toutes les exigences, il rentrera au port de Belfast et lui sera délivré son certificat. Vers 20 h, cap sur Southampton, où dans 8 jours monteront ses premiers passagers, et enfin il pourrait montrer de quoi le Titanic serait capable. Le 10 avril à 12h15, le Titanic quitte le port de Southampton avec près de 1500 personnes à son bord. Pour l'anecdote, sa puissance est telle que les remous causés briseront les amarres de son bateau voisin, le City of New York, et ils ont même failli se percuter. Direction Cherbourg en Normandie où des voyageurs français embarqueront, puis Queenstown en Irlande où les derniers seront récupérés. À 13h30 le 11 avril, le Titanic part vers New York et enfin entamera sa traversée inaugurale. Jusqu'au lendemain soir, rien à signaler, mis à part un commandant voulant pousser son navire flambant neuf à son maximum, pour certainement épater les passagers, ses employeurs et investisseurs, et peut-être même établir un record. À 19h45, venant d'un autre navire, un message de danger lui parvient, signalant un brouillard épais, puis un autre d'un bateau plus loin, signalant des icebergs et même un signal d'un navire à la dérive. Mais le commandant n'a que faire de tout cela. Le 14 avril vers 21 h, le Titanic a déjà parcouru près de 2600 km et les messages d'alerte continuent d'arriver. Certains même signalent des bâtiments coincés dans la glace. À 23h40, alors que le paquebot est à pleine puissance, le veilleur Frédéric Fleet, en haut de son mât, à travers le brouillard, aperçoit un iceberg droit devant. Info criée à son officier de quart, puis au commandant. Malgré l'arrêt des machines et une marche arrière toute, impossible de l'éviter. Le choc sera violent. L'iceberg, à l'impact, déformera tellement les tôles que les rivets les maintenant céderont.
Une voie d'eau s'ouvrira sous la ligne de flottaison. Dans la panique, les portes étanches seront fermées, condamnant des centaines de machinistes et membres d'équipage à une noyade certaine, prisonniers dans leur sas. Il aura fallu environ 37 secondes pour transformer le rêve en cauchemar. Sans réelle préparation à cette situation, l'évacuation des passagers et le peu de canaux de sauvetage présents, une catastrophe se déroule peu à peu. De plus, pour éviter des débordements de foule, les officiers mentiront aux passagers qui pendant un temps continueront à faire comme si de rien n'était leur vie à bord. L'orchestre, composé de ces 8 musiciens, jouera même selon la légende jusqu'à la dernière minute. Le second officier, Charles Lightower, et le capitaine sont sur le pont et remplissent les canots avec les femmes et les enfants. Ils ne laisseront aucune place vide. Mais à tribord, le premier officier, William Murdoch, est plus sélectif. Il ne prend que les premières classes et pour leur confort ne remplit pas les canots à pleine charge. 24 personnes contre 47 prévues. C'est ainsi que près de 1500 passagers, principalement des 3e classes, périront dans les eaux glacées de l'Atlantique. Jusqu'à 2h17 de la nuit, le signal SOS sera émis. À 2h18, le Titanic s'éteint et à 2h20 sombre dans le noir des abysses. Il faudra pour notre génération attendre début septembre 1985 pour enfin le revoir, posé là, dans les profondeurs, à 3821 mètres de la surface. Et c'est à l'âge de 97 ans que Milvina Dean, dernière rescapée, décédera le 31 mai 2009, emportant avec elle les derniers souvenirs du fabuleux géant insubmersible qu'était le Titanic. Salut les fucking viewers. Alors non, je ne suis pas d'Arkham, mais pourtant c'est moi qui vais conclure sa vidéo. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien sur ma chaîne je réponds à des questions geeks. Et pour le Titanic, eh bien j'ai une petite anecdote bien croustillante à vous montrer. C'est parti. Alors à l'époque, le fait que le Titanic ait coulé, eh bien ça a fait énormément jaser. Pourquoi? Parce que ce paquebot était réputé comme insubmersible. Il y a eu alors plein de théories loufoques, malédiction de momie, complot Illuminati ou même mauvais présage. Je vous annonce la fin du monde! Nous on va parler d'une théorie qui intéresse encore aujourd'hui les historiens et les experts du Titanic, et si elle s'avère être vraie, ce serait peut-être la plus grosse arnaque à l'assurance de l'histoire. Alors, pour vous situer l'affaire, il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'un bateau était construit, il possédait en fait un sister ship, une sorte de bateau jumeau. Celui du Titanic se prénommait l'Olympique, et en fait il était en tout point pareil, sauf qu'il était bien moins costaud, notamment au niveau de sa coque. Et en 1912, l'Olympique a eu un petit accident, qui malheureusement n'était pas couvert par l'assurance. Et selon quelques historiens, cela ne fait aucun doute, le bateau qui a coulé en avril 1914 n'est pas le Titanic, mais l'Olympique. Pourquoi ? Bah pour toucher l'assurance du Titanic. Bon, vous allez me dire ça c'est une belle histoire, mais c'est quoi les preuves? Eh bien je vais vous présenter quelques éléments qui sont quand même assez étranges. Tout d'abord, les deux bateaux ont été vus côte à côte, peu de temps avant le départ, plus facile en effet pour enlever les plaques. Ensuite, on a retrouvé sur l'épave du Titanic des traces de peinture blanche, alors que le Titanic était en fait habillé que de noir, contrairement à l'Olympique qui lui était blanc. Autre fait étrange, le principal propriétaire du Titanic aurait annulé son voyage juste quelques jours avant d'embarquer. Et enfin, dernier point, la coque du Titanic n'aurait pas dû casser aussi facilement, mais celle de l'Olympique, bien moins costaud, bah c'était bien plus probable. Bref, ce n'est qu'une théorie, mais on note quand même que même après 100 ans, eh bien le Titanic fait toujours parler de lui. Et je pense qu'on n'en a pas fini. Je remercie Darkham pour son invitation et je vous dis à très bientôt peut-être. Au revoir. Merci à toi d'avoir participé à cette vidéo, à Ninja d'avoir prêté sa voix à l'intro, leurs liens sont en description, merci aux tipeurs pour votre soutien, c'est super cool. Pensez à liker, vous abonner, etc. etc. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.